Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Voici les titres de cette édition. Le peuple qui rend hommage au président de la République Alassane Ouattara pour les projets de développement engagés dans sa région. La cérémonie s'est déroulée en présence du vice-président Daniel Kablan-Duncan et du premier ministre Amadou Gon Coulibaly. La Côte d'Ivoire et le Ghana ont décidé d'intensifier leur coopération dans le domaine agricole. En marge du Salon international de l'agriculture et des ressources animales Sahara, les ministres ivoiriens et ghanéens de l'agriculture ont échangé sur la question. Le président zimbabwéen Robert Mugabe refuse toujours de démissionner après le coup de force militaire et le désaveu de tous ses soutiens. Il a tenu un discours à la télévision nationale déconnecté de la réalité où il a soutenu qu'il présidera le prochain congrès de la ZANU-PF dans un délai d'1 mois au lieu de démissionner comme attendu. Voilà, et commençons par cette information. Le peuple hacké rend hommage au président de la République, Alassane Ouattara, pour les projets de développement engagés dans sa région. La cérémonie s'est déroulée en présence du vice-président Daniel Kablan-Duncan et du premier ministre Amadou Gon Coulibaly. La mobilisation était au rendez-vous. Nous y reviendrons. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly va procéder au lancement des travaux de la route Kani-Boundiali le 25 novembre. Les cadres de la région du Ouorodougou s'organisent pour réserver un bel accueil au chef du gouvernement à la dimension de l'événement. Lansine Bakayoko. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly dans le Ouorodougou le 25 novembre prochain pour officialiser le projet de bitumage de la route Kani-Boundiali. Une action de développement, mais surtout une visite que les populations veulent rendre inoubliable. La mobilisation s'organise. Il est nécessaire, important, même impérieux que les cadres se réunissent donc pour lui réserver donc un accueil chaleureux, un accueil engagé et donc pour remercier aussi le chef de l'État pour la réalisation de ce projet datant de plus de 50 ans maintenant. Ce tronçon Kani-Boundiali, long de 135 km, fait partie d'un vaste programme de désenclavement de nombreuses localités de la région. Le bitumage de cette route permettra de faciliter l'accès aux zones de production agricoles par un meilleur trafic et de disposer d'une liaison de qualité entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Un projet qui était très attendu. Vous savez que c'était la route de la Pola et ça nous relie avec la région de la Baboué et c'est également, ça va être le point de passage maintenant de tout le trafic qui vient du Mali pour aller vers le port de San Pedro. Et également des marchandises qui partent du port de San Pedro vers le Mali. Estimé à 60 milliards de francs CFA, le bitumage de la route Kani-Boundiali est financé par le groupe de la Banque africaine de développement. Et cette information, le président togolais Faure Gnassingbé à Abidjan ce lundi pour une visite d'amitié et de travail avec le président ivoirien Alassane Ouattara. La 4e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales se poursuit ici en Côte d'Ivoire. La 3e journée, hier dimanche, était consacrée à l'Afrique du Sud. Occasion pour les ministres ivoiriens et sud-africains de l'agriculture de parler de coopération sud-sud. Jean-Jacques Kwame-Ala. Ce ballet sous la musique sud-africaine annonce la journée de l'Afrique du Sud, pays à l'honneur, au Salon international de l'agriculture et des ressources animales Sahara ce dimanche. Les ministres de l'agriculture de Côte d'Ivoire, de l'Afrique du Sud et du Ghana ouvrent la visite des stands dominés par des produits agricoles et surtout par la curiosité des visiteurs et exposants. Je suis venu voir un peu les vins sud-africains parce que je sais qu'en Afrique du Sud, il y a une région qui s'appelle Stellenbosch où on produit du vin. Nous sommes une compagnie qui fabriquons les équipements d'agriculture. Donc nous sommes en train de promouvoir une agriculture moderne en Côte d'Ivoire parce que nous avons vu que c'est un pays qui fait beaucoup dans l'agriculture. Après la visite des stands, un panel a permis aux différents opérateurs économiques sud-africains de présenter des opportunités agricoles de leur pays. L'accent a été mis sur la transformation des produits agricoles, une expertise dont l'Afrique du Sud a une longueur d'avance sur la Côte d'Ivoire. Que ce soit dans le domaine de l'élevage, de l'agriculture, la recherche, l'Afrique du Sud a une expérience à partager avec nous. Tout comme nous aussi, nous avons quelques expériences à partager avec eux.
Et la décision a été prise de voir avec les ministres de commerce et d'industrie de nos pays comment nous pouvons créer de la valeur ajoutée sur place et augmenter le volume des échanges entre nos deux États. Le ministre de la Culture, des Forêts et de la Pêche de l'Afrique du Sud a abordé dans le même sens. Il a insisté sur la coopération sud-sud pour booster les échanges commerciaux entre nos deux pays. Le Sahara 2017, c'est 25 pays invités avec au moins 200 000 visiteurs attendus. La Côte d'Ivoire et le Ghana ont décidé d'intensifier leur coopération dans le domaine agricole. En marge du Salon international de l'agriculture et des ressources animales SARA, les ministres ivoiriens et ghanéens de l'agriculture ont échangé sur la question. Une coopération également sud-sud au profit des deux pays. L'accent sera mis sur le cacao et le café. La deuxième édition des Journées nationales des exportateurs de cajou de Côte d'Ivoire se tiendra les 16 et 17 février prochains ici à Abidjan. L'objectif de ces journées est de favoriser la rencontre entre les exportateurs nationaux et internationaux de la noix de cajou. Lanciné Bakayoko. Professionnaliser l'activité d'exportation du cajou pour une meilleure augmentation des revenus des paysans. Voilà le principal objectif des Journées nationales des exportateurs de cajou de Côte d'Ivoire, prévu du 16 au 17 février prochain à Abidjan. Un rendez-vous, le deuxième du genre, des innovations. Ces innovations portent sur la durée totale du symposium qui passera d'1 jour et demi à 2 journées pleines, la réorganisation des panels afin d'apporter plus de débats et d'interaction entre les participants, la réservation d'un chapitre spécial pour les expositions afin de permettre à nos partenaires de mieux communiquer, échanger et nouer des partenariats avec les acteurs et le grand public. Il s'agit donc de relever les défis liés à la commercialisation extérieure de la noix de cajou, la question du financement adapté à l'exportation, ainsi que les problématiques liées à l'amélioration de la qualité de la noix de cajou made in Côte d'Ivoire. Sur ce chantier toujours en quête de stabilité, l'optimisme reste de rigueur. C'est une grande fierté pour le Conseil de coton de l'Anacarde de constater le dynamisme du secteur à travers ces différents maillons que sont bien sûr les producteurs, les acheteurs, les transformateurs et les exportateurs. Pour la campagne agricole 2017, la production nationale de noix brutes de cajou affiche plus de 673 000 tonnes en progression de 3% par rapport à la saison précédente. Ces quantités ont généré 481 milliards de francs CFA aux producteurs. Parlons maintenant de la production de riz en Côte d'Ivoire, plus précisément le riz local. Des opérateurs économiques ivoiriens ont perçu les opportunités d'investissement dans ce secteur. Aujourd'hui, ils ne regrettent pas. Cheikh Kodé. Bingerville, quartier Berlin. Aboulaye Sanogo a 24 ans. Depuis 1 an, ce jeune homme s'est bâti une renommée dans l'installation de systèmes modernes d'irrigation goutte à goutte. Les plants sont répliqués là où il y a les goutteurs. Dans ces goutteurs, il y a des autorégulants. Dans 1 heure, un seul goutteur peut faire peut-être 1,5 litre, 1 litre, 2 litres. Installé à son propre compte, Aboulaye réalise en moyenne un chiffre d'affaires mensuel de 500 000 francs CFA. De quoi assurer son autonomie financière. Nous sommes arrivés en agriculture par le biais de l'INFPA, qui est l'Institut de formation professionnelle agricole en Côte d'Ivoire ici. Après la formation à l'INFPA, nous avons eu la chance de faire une formation en Israël, dans le domaine de l'agriculture bien sûr, ainsi que l'irrigation goutte à goutte. Après cette formation, vraiment j'ai vu l'intérêt de l'agriculture, j'ai vu l'importance de l'agriculture. J'ai préféré plutôt entreprendre dans le domaine de l'agriculture. À une centaine de kilomètres de là, dans la localité d'Aboisseau, nous retrouvons Émile Kouadio, directeur d'une coopérative de palmiers à huile forte de 1400 membres. L'encadrement de ces plantations est le fait des coopératives, des sociétés coopératives. Et ces sociétés coopératives sont subventionnées par le FICA. Le FICA qui nous permet de recruter des encadreurs. Et ces encadreurs suivent par le conseil agricole tous nos planteurs. C'est des encadreurs issus des formations, des écoles de formation agricole. Voilà. Exemple, l'INFPA, d'où je sors. Comme Aboulaye, Émile a tronqué le compas et la calculatrice à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan pour retourner à la terre. Un choix dont il en est fier, mais pas seulement. La formation agricole en Côte d'Ivoire aujourd'hui
est en deçà de la valeur que porte l'agriculture, même pour la Côte d'Ivoire, parce que le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Il y a quelques écoles qui forment des étudiants pour l'agriculture, mais ce n'est pas un grand nombre. Les exemples d'Aboulaye et Émile sont la parfaite illustration du nouveau visage de la formation agricole en Côte d'Ivoire, orientée vers l'auto-emploi. En effet, pendant des décennies, cette formation a été un élément clé du développement agricole et agro-industriel du pays. Mais les mutations socio-économiques ont fortement impacté ce dynamisme. La preuve, les effectifs des écoles de formation agricole ne concernent à ce jour que 0,1% des apprenants de l'ensemble du système d'enseignement technique et professionnel estimé à plus de 70 000 apprenants. Et pourtant, l'agriculture occupe les 2/3 de la population active et contribue à plus de 22% de la richesse nationale. Pour pallier ce déficit, en 1997, l'État de Côte d'Ivoire crée l'Institut de formation professionnelle agricole, INFPA, une fusion de 10 écoles dédiées à l'agriculture. Depuis, l'institution a formé plus de 20 000 professionnels, mais reste très peu connue du grand public. Ce matin, la direction organise une réunion d'urgence, objectif, accroître la visibilité des offres pédagogiques. L'Institut a longtemps été orienté vers la formation des fonctionnaires, de sorte que tous ceux qui sortent de notre institut s'orientant vers la fonction publique. Aujourd'hui, nous sommes plus orientés vers le grand public et dans ces conditions-là, il faut effectivement que nous ayons une meilleure visibilité. Avec l'avancée des TIC, il est difficile, pour ne pas dire il est inconcevable, d'envisager une visibilité, surtout à l'endroit des publics jeunes, sans véritablement utiliser la connexion Internet et tout ce que cela accompagne comme services et prestations. Stratégie payante. Ces dernières années, l'engouement pour le concours de recrutement est total. Plus de 25 000 candidats pour 800 places de disponibles. Seulement voilà, l'insertion professionnelle de ces diplômés reste un défi majeur. En 2015, moins de 40% d'étudiants ont pu être insérés. Vous êtes formé pour faire quelque chose, mais pour mettre cette activité en œuvre, vous avez souvent besoin de financement. Vous avez souvent besoin de terres. Vous avez souvent besoin de fonds de roulement, etc. Ce qui n'est pas accessible. Tant que nous n'avons pas ces dispositifs, il sera vraiment difficile que notre action puisse être complète par la formation emploi. L'insertion professionnelle des jeunes diplômés n'est pas le seul défi auquel fait face la politique de formation agricole en Côte d'Ivoire. La nécessité d'inscrire cette politique dans le temps et dans le nouveau contexte économique du pays s'impose. Tant que nous n'allons pas changer les mentalités et la conception des Ivoiriens vis-à-vis de l'agriculture de manière générale, il sera très difficile pour nous de réussir notre mission, de faire en sorte que ce soit des professionnels qui évoluent en la matière. Une prise de conscience pour laquelle le gouvernement ivoirien joue sa partition. Il a inscrit dans les priorités du Programme national d'investissement agricole PENIA de deuxième génération un investissement d'environ 224 milliards de francs CFA pour booster la formation agricole en Côte d'Ivoire. Retour à Bingerville, où nous retrouvons Aboulaye sur sa parcelle de demi-hectare. Il se dit fier de la formation reçue à l'INFPA, qui fait de lui aujourd'hui un entrepreneur agricole. Mais pour s'installer, Aboulaye a dû recourir à l'aide d'une tante qu'il a financée à hauteur de 1 300 000 francs CFA. Dans l'avenir, j'ai besoin d'un financement encore plus grand pour pouvoir agrandir l'espace, pour pouvoir mettre mon expérience en valeur et aussi former la jeunesse déscolarisée de la Côte d'Ivoire au métier de l'agriculture, pour ne pas qu'ils se mettent sur des chemins pour l'extérieur. En les formant ici, ils peuvent gagner leur pain par l'agriculture. On peut devenir plus que ce qu'on est. L'absence de dispositif d'accompagnement d'aide à l'insertion pour ces nombreux jeunes qui décident d'embrasser cette formation agricole comme Aboulaye laisse un goût d'inachevé à l'ambitieuse politique de formation agricole en Côte d'Ivoire. Le ministère de la fonction publique s'engage à l'avènement d'une administration publique nouvelle. Il a décidé de s'attaquer aux cas de manquement et autres mauvais comportements qui ternissent l'image de l'administration publique ivoirienne. En Vénance, Emmanuel Mier. Cet atelier est le point de départ d'une campagne de vulgarisation des droits et obligations du fonctionnaire et des procédures administratives en vigueur dans l'administration publique. En effet, la méconnaissance de ces procédures et obligations sont à la base de nombreux manquements et cas de mauvais comportements constatés chez les fonctionnaires dans les différents services de l'administration publique ivoirienne. Des cas de viol, de vol, de détournement, d'insubordination
et de non-respect de la hiérarchie sont ainsi traités par le Conseil de discipline dont les jugements rendus se soldent par diverses sanctions allant de l'avertissement à la révocation. Chaque année, ce sont en moyenne 200 cas de fonctionnaires traduits devant le Conseil de discipline. Il y a toujours des fonctionnaires délicats qui soit font des manquements à leur hiérarchie, ou soit des problèmes d'abandon de poste. Une simple petite précaution de la procédure disciplinaire, un fonctionnaire peut être sanctionné, une famille peut être sanctionnée. Je parle de la famille biologique bien sûr, parce que n'ayant pas respecté certaines procédures. Cet atelier s'inscrit dans la vision du gouvernement de redynamiser l'administration publique ivoirienne en la dotant d'une ressource humaine de qualité afin de répondre aux défis de l'émergence dont la Côte d'Ivoire aspire. Pour y arriver, il faut amener les fonctionnaires à connaître leurs droits et obligations et surtout à connaître le fonctionnement de l'administration publique. Cet atelier organisé aujourd'hui est très opportun d'ailleurs même pour nous, gestionnaires des ressources humaines qui sont sur le terrain, afin de répercuter cela sur les personnels que nous gérons en région pour pouvoir les amener à mieux exercer ce pourquoi ils ont été appelés dans l'administration publique. Les 36 directeurs des ressources humaines des ministères et les 33 directeurs régionaux du ministère de la fonction publique ont été entretenus durant 3 jours sur 8 thématiques qui portent entre autres sur les droits et obligations, la discipline de l'administration publique, le premier mandatement et la mise à la retraite. Il s'est tenu ici à Abidjan la 2e édition de la Journée internationale de la traduction et de l'interprétation. Le thème de cette 2e édition, traduction et interprétation, moyen d'extension des connaissances, vecteur de transmission des cultures. Issa Yeochono. Ils sont peu connus. Eux, ce sont les traducteurs et interprètes. Parmi eux, certains utilisent le langage des signes, d'autres parlent plusieurs langues. La Journée internationale de la traduction et de l'interprétation de Côte d'Ivoire est une occasion pour eux de se mettre en exergue. Cette journée a pour objectif de satisfaire à une soif de l'ignorance, une soif de la non-visibilité des interprètes. On n'est pas visible. On ne nous voit pas. On continue de confondre interprète et traduction. On continue de penser que bilinguisme suffit pour être interprète ou traducteur. Cette journée permet aux participants de découvrir le monde de l'interprétation et de la traduction. Nous, les PME, nous avons aussi besoin d'exporter notre savoir-faire, nos compétences. Nous avons besoin d'échanger avec l'extérieur si on veut développer notre économie. Et pour cela, il n'y a pas 36 solutions que d'avoir quelqu'un avec qui on parle le même langage. Et comme on ne peut pas parler toutes les langues, un groupe d'interprètes ou de traducteurs nous rendrait beaucoup service. C'est également le lieu pour les professionnels du secteur d'expliquer l'utilisation du langage des signes. Il y a d'autres mots qui sont difficiles. Alors on ne fait pas les signes comme ça, on ne plaque pas les signes. Mais il faut expliquer ces mots-là aux sourds. Un exemple, quand on parle de CNPS, on parle de la CNPS. Mais on ne peut pas épeler CNPS, les sourds ne savent pas. Il faut expliquer la CNPS, ça fait quoi? On explique tout et en 3 langues. Conventionnelle, naturelle, internationale. Donc on fait ces 3 langues pour que tous les sourds du monde entier comprennent. Moyen d'extension des connaissances, vecteur de transmission des cultures. Thème de cette 2e édition permet aux interprètes de mieux faire connaître leur métier. Les organisateurs de cette journée ambitionnent faire de ce secteur un axe du développement de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. Ce lundi 20 novembre est célébrée la Journée internationale des droits de l'enfant. Cette journée instituée par la Convention internationale relative aux droits de l'enfant est un moment privilégié pour se rendre compte des nombreuses injustices perpétrées contre les enfants dans le monde. Elle tente aussi de faire valoir la Convention internationale des droits de l'enfant de 1989. Voilà, les responsables de la Fondation Open Society Initiative for West Africa, dont le siège Afrique est basé à Dakar, au Sénégal, ont séjourné dans la région du Tonkoui, c'est à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ils y étaient pour évaluer le travail de leurs partenaires d'exécution des projets qu'ils financent. Il s'agit de l'ONG Likole Fbwe Tao. À Coton-Guné,
Un village de la sous-préfecture de Boguné dans le département de Mans, les femmes s'épanouissent de plus en plus. Elles sont mieux organisées, plus autonomes et 2 d'entre elles font partie du bureau de la chefferie. Tous ces points positifs sont à l'actif de l'ONG Licolais, financée depuis 2014 par la fondation Osiwa, Open Society Initiative for West Africa. Aujourd'hui, le bailleur de fonds visite certains sites de réalisation des projets, comme bien entendu ici à Coton-Guné. Le village voisin de Gonguné 2, qui fait aussi partie des zones d'intervention de l'ONG, reçoit la visite du bailleur. Ici, grâce à l'ICOLE, un comité villageois de défense des droits de la femme et de l'enfant est mis en place. Et cela a donné naissance à un important projet de lutte contre la non-déclaration des naissances à l'état civil. Les agents parcourent les hameaux reculés de la sous-préfecture et recensent les enfants qui n'ont pas d'extrait de naissance. Depuis à sa naissance, il n'a pas eu d'extrait. Grâce à ONG Licolais, mon fils a eu extrait de naissance. Vraiment, je lui ai dit merci. Je suis content, je suis vraiment content. Pour une lutte plus efficace et plus efficiente, l'ONG propose une solution en amont, la délocalisation des services de l'état civil. C'est une très bonne initiative de permettre aux collectivités locales que nous sommes de rapprocher les services de l'état civil auprès des maternités. Et donc c'est un sentiment de joie qui nous anime. Au terme de cette visite de terrain, la Fondation Osiwa dit être satisfaite du travail abattu. Vraiment, c'est une grande satisfaction. Nous souhaitons, comme nous l'avons dit aux partenaires, que ces actions-là ne s'arrêtent pas ici. Et la Fondation fera ce qu'elle peut pour les accompagner. L'ONG Licolais, quant à elle, promet maintenir le cap pour plus d'actions afin que le respect des droits des femmes et des enfants soit une réalité dans la région du Tourbi. Les élèves les plus méritants des établissements privés de la commune de Yamoussoukro ont reçu des prises en charge scolaires, une initiative du maire de la localité d'Ebis, Oyo Isayeo Tchonan. La mairie de Yamoussoukro récompense les meilleurs élèves des établissements privés de la commune. Le maire Jean Nyangwe Kwaku Kwadjo leur a offert 1000 prises en charge scolaires. Le coût de l'opération, plus d'une trentaine de millions de francs CFA. Le président de la République, le président Alassane Ouattara, a dit que l'école doit être à 100% pour Côte d'Ivoire. C'est une obligation maintenant. Il faut que nous fassions en sorte que tout le monde aille à l'école. Et c'est notre devoir en tant que maire, collectivité décentralisée, de faire en sorte que cela soit dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire. Ce geste du maire de Yamoussoukro vient démontrer l'importance que le conseil municipal accorde à l'éducation. Un acte salué par les élèves et les parents. Je prends la parole ce matin pour dire merci, grand merci à M. le maire et à son conseil municipal. Je suis du système, je sais de quoi je parle. Car chaque année, beaucoup d'enfants de Yamoussoukro éprouvent d'énormes difficultés pour s'inscrire. Outre la prise en charge scolaire, le maire et son équipe municipale ont offert 300 bons de permis de conduire aux jeunes pour juguler la problématique de l'emploi à Yamoussoukro, la capitale politique. Cérémonie de dédicace du livre « Vivre rien que ça » de l'auteur Sandia Fofana. Dans son œuvre, Sandia mène un combat contre les violences conjugales dont elle fut victime. Franck Kwadio pour RTI 1. Vivre rien que ça, c'est aussi une soif d'apprendre, une rage d'étudier en dépit de l'opposition d'un époux qui bat sa femme quand il la surprend en train d'étudier. J'ai été une femme maltraitée et c'est ce qui m'a poussée à me battre et dire aux autres femmes qu'il ne faut pas se laisser maltraiter. Quand on aime une personne, la maltraitance ne va pas avec le mariage. Sandia mène un combat pour la scolarisation de la jeune fille. Toutes ces expériences douloureuses vécues à travers son ouvrage suscitent des réactions. Son livre qu'elle a fait, c'est un combat qu'elle vient d'entreprendre pour enfin de participer au l'épanouissement de la vie et donner un exemple à toutes les femmes de ne pas croiser les bras. J'ai parcouru le livre, j'ai fait l'effort de résister et à la fin, je n'ai pas pu tenir. J'ai fondu en larmes parce que je me suis rendu compte à un moment donné que l'être humain pouvait être cruel.
Comme le dirait l'autre, l'enfer c'est les autres. Et je pense que c'est un combat qui doit faire école, qu'on doit enseigner aux générations à venir, et c'est un combat qui doit permettre à toutes les femmes d'accepter la vie. Vivre rien que ça, une histoire personnelle. Aujourd'hui libérée de ce joug, Sandia Fofana vit en France et travaille dans une entreprise française. Ce livre, sa toute première œuvre, est à sa seconde édition. Nous vous le disions dans nos titres, le président zimbabwéen Robert Mugabe refuse toujours de démissionner après le coup de force militaire et le désaveu de tous ses soutiens. Il a tenu hier un discours à la télévision nationale déconnecté de la réalité où il a soutenu qu'il présidera le prochain congrès de la ZANU-PF dans un délai d'1 mois. Les anciens combattants de la guerre d'indépendance ont donc appelé les Zimbabwéens à descendre de nouveau dans la rue mercredi pour obtenir son départ. En attendant, les députés de son parti vont se réunir cet après-midi pour décider de son sort. L'esclavage est encore pratiqué de nos jours et cela se passe en Libye où des migrants africains sont hélas vendus comme esclaves. Wilfred Hermanadjivé. Publiée le 15 novembre dernier par la chaîne américaine CNN, la vidéo présentant des migrants africains vendus en Libye tels des esclaves a fait l'effet d'une bombe, suscitant une vague d'indignation sur le continent et bien au-delà. À Paris, en France, répondant à l'appel de plusieurs associations et collectifs contre l'esclavage, 1 millier de personnes ont manifesté samedi pour dénoncer ces faits. Des manifestations qui ont viré à l'affrontement entre forces de l'ordre et manifestants. Sur le continent, les réactions fusent. Le gouvernement ivoirien interpelle les autorités libyennes et l'Union africaine, l'Organisation internationale de la migration, les Nations unies et la communauté internationale sur l'impérieuse nécessité de diligenter une enquête pour faire toute la lumière sur cette pratique qui porte atteinte à la dignité humaine. Le pays a engagé plusieurs actions pour aider au rapatriement de ses ressortissants. Le président en exercice de l'Union africaine, Alpha Condé, lui promet une réaction forte et ferme dans les jours qui suivent. Plusieurs figures célèbres, tels l'animateur radio Claudiciard et artistes africains, Alpha Blondy, Tikenja Fakoli, Kofi Olomide, ont élevé leur voix pour se faire entendre. Pour tenter de gagner les côtes européennes, la Libye est devenue la voie de prédilection empruntée par les migrants. Un rêve de mieux-être qui finalement tourne au cauchemar dans la chaleur du désert libyen. Nous le disions au début de ce journal que le peuple qui a rendu hommage au président de la République Alassane Ouattara pour les projets de développement engagés dans sa région. La cérémonie s'est déroulée en présence du vice-président Daniel Kablon-Duncan et du premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le peuple acquié et l'ensemble des différentes populations de la région de Lamé ont pris d'assaut le stade Alassane Ouattara d'Azopé. Une mobilisation pour exprimer leur gratitude à un homme, le président de la République Alassane Ouattara. Dans cette initiative, ces populations des 4 départements bénéficient du soutien des chefs traditionnels des cadres du Grand Centre, du district du Zanzan et de plusieurs régions de Côte d'Ivoire, notamment le Sud Komoué, l'Indénié Guablin, le Moronou et les Grands Ponts. Toutes ces populations disent merci au chef de l'État pour sa politique de développement de la Côte d'Ivoire, mais surtout pour ses actions de paix. Témoin de cet acte de reconnaissance, le vice-président de la République, Daniel Kablon-Duncan, et le premier ministre Amadou Gon Coulibaly, ainsi que plusieurs présidents d'institutions et membres du gouvernement avec des leaders politiques. Les populations dans leur diversité politique, religieuse et sociale ont chargé le vice-président de la République ainsi que le premier ministre de traduire au chef de l'État leur gratitude et leur soutien pour le développement de la Côte d'Ivoire. Les bienfaits du président de la République sont nombreux. Il s'agit entre autres de la construction de l'hôtel de la préfecture du chef-lieu de région Adzopé. Il s'agit aussi du bitumage en cours de la route Adzopé-Yakassé-Atobro, projet attendu par les populations depuis l'indépendance de la Côte d'Ivoire qui ne voit jour qu'en ce moment avec son Excellence le président Alassane Ouattara. Il s'agit aussi de la construction du pont de Bétier sur le fleuve Komoué, permettant de relier les départements de Yakassé et de Bétier. Pour renchérir les propos du porte-parole des populations, le secrétaire général de la présidence, le ministre Patrick Hachi, a invité ses parents à accompagner les initiatives de paix et de développement engagées par le président de la République, Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara a bien voulu consentir à la région de Lamé un certain nombre de projets majeurs. L'ensemble de ces investissements structurants, dont le montant s'élève à la coquette somme de 100 milliards de francs CFA, positionne ainsi Adzopé
à quelques encablures de la Perle des Lagunes à Abidjan, comme le futur pôle de croissance majeur de la Côte d'Ivoire. Monsieur le vice-président, monsieur le Premier ministre, c'est pour cette raison que les populations de la région de Lamé se sont levées comme un seul homme en ce jour pour faire ce triomphe au président de la République. Accorder en moins de 6 ans de mandature un tel investissement, une telle somme à une région dont l'intellectualisme trop débordant a pu l'éloigner des réalités politiques et économiques de son temps, témoigne, dis-je, d'une hauteur de vue et d'une grandeur d'âme qu'on ne trouve que chez les hommes d'État qui marquent leur temps. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a rassuré le peuple acquié et les autres populations qui composent la région de Lamé que les actions entamées par le président de la République vont se poursuivre pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, travaille tous les jours pour le bien-être de son peuple et le rayonnement de son pays. Il est donc tout à fait normal de nous mobiliser autour de ce bâtisseur hors pair afin de lui donner la force nécessaire pour réaliser sa grande et noble ambition de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. À cette fin, le renforcement de la cohésion sociale, le maintien de la paix et d'un climat de sécurité doivent être notre leitmotiv à tous, afin de préserver notre pays de toute aventure aux conséquences désastreuses. Oui, chers frères et sœurs de la région de Lamé, laissons de côté les querelles de clochers et la politique politicienne. Laissons de côté nos égos et nos ambitions personnelles. Oui, toutes les ambitions sont légitimes, mais aucune ambition ne doit être au-dessus de la Côte d'Ivoire et de la paix dans notre pays. Le vice-président de la République, Daniel Cablon-Duncan, a félicité les populations pour la mobilisation et aussi pour les engagements pris pour la paix. Il invite par ailleurs les cadres et l'ensemble des populations à l'union, à la solidarité et au renforcement de la cohésion sociale pour bâtir une Côte d'Ivoire prospère. Oui, beaucoup de choses ont été réalisées pour cette région, comme nous le reconnaissons unanimement. Mais beaucoup de choses peuvent encore être réalisées. Et c'est le projet du président de la République et du gouvernement. Mais l'atteinte de nos objectifs de développement ne peut se faire que dans un climat de paix et de cohésion sociale. Bien, union, discipline, travail. Ces valeurs sont à la fois le moteur et le socle, le ferment du progrès de notre pays et de l'épanouissement personnel de chacune et de chacun de nous. C'est pourquoi je saisis l'occasion de cet important rassemblement pour lancer à nouveau un appel pressant à l'entente, à l'unité des filles et des fils de Côte d'Ivoire et de la région de Lamé en particulier. Je vous invite à resserrer chaque jour davantage les liens de fraternité et de solidarité entre vous, à travailler la main dans la main, en vue de relever les défis de développement. Tout ceci devant se faire dans un esprit de discipline et de respect mutuel qui sont le garant de l'ordre social. Pour renforcer les acquis du développement, Azopé dispose désormais d'un district de police. Un véhicule d'intervention a été remis pour lutter contre la criminalité à Azopé, chef-lieu de la région de Lamé. Voilà, et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.